À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La Commission réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 62, loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement religieux dans certains organismes. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Non, Monsieur le Président, il n'y a pas de remplacement. Nous entendrons cet après-midi les organismes suivants: la Ligue des droits et libertés du Québec, la Fédération des cégeps. Madame Vessel est partie. Okay. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, représentant la Ligue des droits et libertés du Québec, M. Christian Nadeau, qui va nous présenter la personne qui l'accompagne. Vous avez 10 minutes pour entretenir les membres de la commission et après, il y aura un échange avec Mme la ministre et les porte-parole des deux oppositions. M. Nadeau, à vous la parole. Merci. Alors, je vais d'abord présenter le mémoire de la Ligue et je passerai ensuite la parole à ma collègue Lucie Lamarche, qui est ma collègue à la Ligue des droits et libertés. Donc, fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme. La Ligue des droits et libertés est affiliée à la Fédération internationale des ligues des droits et libertés. Rappelons que la Ligue des droits et libertés a participé notamment aux travaux de la commission Bouchard-Taylor ainsi qu'à la consultation publique sur le projet de loi 63, loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, le projet de loi 94, loi établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement, ainsi que le projet de loi 60, Charte affirmant les valeurs de la laïcité et de neutralité religieuse de l'État. La Ligue des droits et libertés souscrit entièrement aux préoccupations de la Commission. Elle demande à la classe politique québécoise, cependant, de considérer les impacts discriminatoires que leurs décisions pourraient avoir sur des groupes ciblés, de même que leur effet d'entraînement sur le comportement de la société à leur égard. C'est pour cette raison, parce qu'elle considère que le projet de loi 62 est discriminatoire, que la Ligue des droits et libertés en demande le retrait. Elle s'y oppose également car elle est incompatible avec l'idée d'interdépendance et d'indivisibilité des droits humains, puisque certaines dispositions du projet de loi 62 proposent de résoudre la question des accommodements religieux en s'appuyant sur une hiérarchisation des droits, subordonnant la liberté de conscience de certaines personnes au droit à l'égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi, en matière d'accommodement raisonnable, la Ligue évalue que la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que la jurisprudence qui s'y rapporte, encadrent adéquatement la mise en œuvre du concept d'accommodement religieux. Alors, il faut être clair, la Ligue ne remet pas en question le souci légitime d'une neutralité religieuse de l'État. La Ligue s'oppose, cependant, à toute forme de législation qui aurait une portée discriminatoire à l'égard de personnes ou de groupes ciblés, ce qui, de surcroît, serait en nette contradiction avec le principe même de la neutralité de l'État. La neutralité religieuse de l'État, et c'est le cœur de notre argumentation, la neutralité religieuse de l'État ne peut être considérée comme possédant une valeur en soi. Elle est un des moyens pour régir le rapport entre les religions de l'État, les religions et l'État, dans une société démocratique fondée sur l'égalité de tous et de toutes. La séparation de l'État et des Églises, la séparation des États et l'Église, la neutralité de l'État ainsi que la liberté de conscience et de religion sont les fondements de la laïcité. Le projet de loi 62 vise à favoriser la neutralité religieuse de l'État et à encadrer les demandes d'accommodement religieux au sein d'organismes publics et d'autres organismes ciblés. Outre le fait que l'on puisse, à la lecture de l'article 7, juger que sa portée est excessive puisqu'on va jusqu'à imposer un devoir de neutralité à des organismes ou personnes ayant un contrat de service avec l'État, c'est plus spécifiquement à l'article 9 que le projet de loi a une portée discriminatoire. Pardon, je vais juste corriger le tir. Il semble y avoir eu un problème dans la... D'accord. L'article 9 impose aux membres du personnel d'organismes publics et d'autres organismes visés d'exercer leurs fonctions à visage découvert. Ce faisant,
le projet de loi confond prosélytisme et port d'un certain signe religieux et opère, en conséquence, un aménagement restrictif des règles en matière d'accommodement raisonnable, sécurité, communication et identification, ce qui le rend discriminatoire. Aussi, alors que l'article 4 exige que l'on fasse preuve de neutralité religieuse, les articles 9 et suivants nous obligent à conclure que se couvrir le visage est en soi la seule pratique qui mérite d'être plus spécifiquement visée et qui porte atteinte au devoir de neutralité. Sur quelles données s'appuie-t-on pour conclure de la sorte? Comment le vêtement peut-il dominer la parole et le comportement? Un signe ou une pratique religieuse ne suffit pas à inférer des préférences de politique publique ou d'une conception de l'État. Et pourquoi imposer à celle qui a le visage couvert un fardeau plus lourd en matière d'accommodement raisonnable, alors que le témoin de Jéhovah, sans signe religieux apparent, qui prêche en douce dans une classe, n'aura que se défendre, le cas échéant, contre des allégations de prosélytisme. Ainsi, de toutes les atteintes au principe de neutralité, certaines sont présumées, alors que d'autres devront être prouvées par l'État. Pourquoi? La neutralité devient alors asymétrique et donc discriminatoire. Mentionnons également qu'aucune démonstration n'a été faite que cette exigence d'exercer ses fonctions à visage découvert constitue la réponse devenue nécessaire à une atteinte qui aurait cours actuellement à l'endroit de la neutralité de l'État. En effet, aucun cas, à notre connaissance, n'a été répertorié de sorte que la question d'exercer ses fonctions à visage découvert n'est somme toute que théorique. De plus, qu'il s'agisse des articles 2, 3 ou 7, une multitude de personnes qui jamais n'interagissent avec le public y sont pourtant visées. Enfin, le fait d'imposer à une personne à qui est fourni un service d'avoir le visage découvert risque de priver certaines femmes de l'accès à ces services. Là aussi, on impose un fardeau supplémentaire à des personnes ciblées qui, pour avoir accès à ces services, devront justifier une demande d'accommodement pour motif religieux. Plutôt que de favoriser l'inclusion sociale de ces personnes, la mesure aura pour effet d'exclure davantage ces personnes de la vie sociale. On ne peut dissocier la liberté de croyance de la liberté de conscience, sans laquelle un être humain ne peut prétendre à l'autonomie et à la liberté. Le droit des femmes à l'égalité comprend celui de choisir ses croyances et ses pratiques religieuses, le droit d'adhérer ou non aux croyances de son choix. Le droit à l'égalité inclut le droit d'exprimer ce choix librement, autant pour les femmes que pour les hommes. De nombreux débats ces dernières années, on pense à celui sur le voile ou sur le burkini, ont eu pour effet de stigmatiser certaines femmes sous prétexte d'égalité des genres. Or, vouloir restreindre la capacité des femmes d'exprimer leurs convictions, que l'on soit d'accord ou non avec ces convictions, équivaut à juger les femmes incapables de décider pour elles-mêmes. Quant à la question de la hiérarchisation des droits, qui propose de subordonner la liberté de religion de certaines au droit à l'égalité des femmes et des hommes, la Ligue évalue plutôt que le droit à l'égalité se concrétise par la réalisation de l'ensemble des droits humains, autant civils et politiques qu'économiques, sociaux et culturels. De plus, toute forme de hiérarchisation de ces droits va à l'encontre des principes fondamentaux d'interdépendance et d'indivisibilité des droits humains qui ont fortement influencé l'évolution des instruments de protection de ces droits et sont à la base même de la recherche de l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Lucie Lamarche. Juste 2 minutes, Maître Lamarche. Eh bien, nous parlerons d'accommodement raisonnable en 2 minutes, Monsieur le Président. Quelques mots, sur le principe des accommodements raisonnables, ainsi que quelques notes sur les articles 10, 11 et 12 du projet de loi 62. Dans un premier temps, rappeler que, selon la jurisprudence, les accommodements raisonnables ont ceci de particulier qu'ils agissent au cas à cas. Et comme la Cour suprême l'a rappelé plusieurs fois, mais notamment dans l'affaire Law, l'établissement de critères stricts susceptibles d'être appliqués de manière automatique ne passe à peu près jamais le test de la norme d'égalité, puisque précisément l'accommodement raisonnable est un remède applicable au cas à cas. Premier commentaire donc concernant l'article 10 du projet de loi. La Ligue a des soucis, comme d'autres, je crois, l'ont exprimé précédemment, quant à la gestion de cet article 10 qui portera
donc ce jugement juridique et comment pouvons-nous nous assurer que la gestion de sa mise en œuvre ne sera d'aucune façon discriminatoire et comment accepter que ces balises ne concernent que les accommodements religieux, ce qui est à la source même, selon la Ligue, de la dimension discriminatoire du projet de loi 62. Concernant l'article 11 du projet de loi, eh bien, sans surprise a priori, c'est assez fidèle à la jurisprudence arbitrale. Certains experts dans la salle, j'en suis certaine, connaissent la décision Peter Hall, mais quoi qu'il en soit, pourquoi, encore une fois, préciser ces balises lorsqu'il s'agit d'absence du travail? La Ligue estime qu'en fait, on semble vouloir régler un problème d'organisation du travail sur le dos d'un profilage particulier, à la fois religieux et genré, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui portent le voile. Si c'est un problème d'organisation du travail, parlons d'organisation du travail. Concernant l'article 12, nous croyons qu'il manque de clarté quant à savoir qui demande l'accommodement et qui en dispose. 12 concerne les milieux scolaires. La Ligue craint qu'il ne soit peut-être pas sage d'assimiler l'élève au travailleur. En conclusion, donc, la Ligue demande le retrait du projet de loi 62 essentiellement parce qu'il est, dans sa structure même, discriminatoire. C'est un projet de loi qui profile. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas les accommodements, ce n'est pas la neutralité de l'État, c'est un projet de loi qui profile et la Ligue exprime donc des inquiétudes. Merci de votre attention. Merci, Mme Lamarche. Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. On entend ici en commission depuis 2 semaines différents commentaires sur le projet de loi. La semaine dernière, on a demandé que le projet de loi soit encore plus restrictif à certains égards. On a demandé notamment que le projet de loi prévoie l'interdiction de port de signes religieux de la part des agents coercitifs, de la part des juges, de la part des policiers, de la part des gardiens de prison. On a demandé également, d'autres intervenants, d'autres intervenantes, dont ma collègue de la deuxième opposition, ont demandé que le projet de loi interdise de façon très spécifique le port du tchadar, le port de certains vêtements identifiés de façon très spécifique. Nous avons déposé un projet de loi. Je comprends votre positionnement, mais j'aimerais vous entendre quant à ces 2 propositions-là qui sont formulées régulièrement. On critique le projet de loi parce qu'on considère qu'il est frileux, qu'il ne va pas assez loin. J'aimerais vous entendre quant à ces 2 demandes-là qui nous ont été formulées à quelques reprises la semaine dernière en commission parlementaire. Maître Lamarche. Oui, merci pour votre question, Madame la ministre. Merci pour votre attention. Nous avons pris connaissance des travaux préalables de la Commission des institutions, donc nous retrouvons tout à fait les préoccupations que vous évoquez ici. C'est une chose d'avoir des opinions sur la nature des vêtements, la longueur de la liste des signes apparents, voire du jupon qui serait interdit par un projet de loi. C'en est une autre de s'arrêter à la question préalable. La question préalable, c'est peut-il ne pas être discriminatoire? Peut-il ne pas être discriminatoire de cibler des apparats, des signes qui sont propres à l'une ou l'autre religion? La Ligue n'a pas d'opinion sur un vêtement ou un autre. Elle a de sérieux doutes quant à la légitimité, voire la légalité du ciblage, pour ne pas dire du profilage de certaines expressions matérielles qui, reconnaissons-le, sont propres à certaines croyances et religions. J'espère avoir répondu à votre question. Et j'aimerais vous entendre de façon plus claire sur cette recommandation, cette proposition que nombreux ont formulée à l'égard des personnes en autorité. Comment percevez-vous cette proposition qui a été formulée ici en cette salle? Avec respect, Madame la ministre, et ne prétendant pas ne pas avoir entendu votre question, je vais
proposer encore une fois que l'on revienne à la base de l'architecture de ce projet de loi. La question des accommodements raisonnables est et sera toujours celle du cas à cas. C'est les enseignements que l'on tire des décisions de la Cour suprême. Si d'ailleurs l'expression même d'accommodement raisonnable existe, c'est parce que la Cour suprême l'a inventée. Donc, la question sera toujours celle de savoir si au cas à cas, il est opportun de baliser un accommodement raisonnable. Pas fonction par fonction, cas par cas. Et cas par cas parce qu'on ne saurait parler d'accommodement raisonnable s'il n'y a pas préalablement constat de discrimination. Donc, ce n'est pas l'opinion des uns et des autres pouvant être froissés par ceci ou cela, c'est le remède à la discrimination, l'accommodement raisonnable. Et je répète que, avec une certaine sagesse, je crois, la Cour suprême a bien précisé qu'il y a des risques à vouloir systématiser des situations qui, dès leur naissance, ne sont pas systématiques, puisqu'il s'agit du cas à cas de la discrimination. C'est à cette situation que tente à répondre l'accommodement raisonnable. Donc, créer des catégories, ça ne fait pas qu'on peut présumer de l'existence ou non d'une situation discriminatoire. Et c'est pour ça que la Ligue n'a pas d'opinion sur une liste de fonctions ou une liste de vêtements ou une liste de pratiques. Elle est préoccupée de l'architecture de cette réflexion et du profilage religieux qui est à la clé. L'établissement de balises à l'intérieur du projet de loi est une réponse à ce que certains ont considéré comme étant une judiciarisation systématique des demandes d'accommodement. C'est-à-dire que il y a dans l'espace public, il y a dans notre espace énormément de judiciarisation lorsque on n'arrive pas à s'entendre sur l'accommodement. Bien souvent, la demande est formulée devant les tribunaux, fort probablement en raison d'une méconnaissance, parfois de la part du gestionnaire, de la demande, de la nature de la demande, de la culture. Et on a entendu aussi en commission parlementaire de nombreux groupes qui sont venus s'exprimer en disant, écoutez, on a besoin de soutien, nos gestionnaires ont besoin d'un soutien, ont besoin d'outils pour être à même de répondre à une demande qui est formulée sans pour autant s'engager dans un long processus qui, ultimement, se retrouve devant les tribunaux. Donc, et certains nous ont mentionné, bon, il y a la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, on connaît peu l'outil, il est pas utile. Comment voyez-vous une réponse? Parce que l'objectif est que chaque demande d'accommodement n'aboutisse pas nécessairement devant un tribunal, que l'arbitrage ne soit pas fait par le judiciaire, mais qu'à l'intérieur de différents milieux, que ce soit à l'école, que ce soit en milieu de travail, que ce soit dans la fonction publique, on soit suffisamment... Lorsque je parle des gestionnaires, de ceux et celles qui sont touchés, soient suffisamment outillés pour répondre à une demande qui, effectivement, constitue une exception, qui est formulée, une demande d'accommodement qui est formulée dans un contexte particulier et qui amène, évidemment, un certain questionnement. Donc, l'objectif derrière le projet de loi, c'est aussi de répondre à ça et d'éviter que, de façon systématique, on ait recours aux tribunaux. Puis d'ailleurs, je pense que la commission Bouchard-Taylor avait fait cette réflexion à l'effet qu'il y avait une judiciarisation, une très grande judiciarisation de tous ces dossiers-là. Et est-ce que vous ne croyez pas que la mise en place de balises, de guides, serait utile pour notre vivre ensemble commun? Alors, merci, Madame la ministre. 2 volets à la réponse. L'intensification de la judiciarisation, ceci dit respectueusement, c'était une crainte exprimée dans certains obitaires du rapport Bouchard-Taylor, mais ce n'est pas la réalité objective. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Si on
ne consulte que la jurisprudence arbitrale, par exemple, celle émanant des rapports collectifs de travail, on va trouver infiniment plus de débats relatifs à l'accommodement eu égard au handicap, à la santé mentale et au retour de travail, et je choisis mon adverbe, infiniment plus, qu'en matière d'accommodement religieux, où, sauf Peter Hall, Memphrey Magog et quelques autres décisions, il n'y a pas une intense judiciarisation de l'accommodement. Et je pense que c'est important de le dire, l'accommodement religieux n'est pas l'accommodement qui occupe tantôt les juges, le tribunal des droits de la personne ou les arbitres de grief. C'est l'accommodement issu du handicap et notamment des enjeux de santé mentale. Alors, la judiciarisation est assez évanescente, finalement, sur le front de l'accommodement religieux. Deuxièmement, les gestionnaires ont besoin d'outils. Évidemment, Madame la ministre, on ne veut pas être contre la vertu. Les gestionnaires ont besoin d'outils. Il n'a jamais été dit que le meilleur outil pour un gestionnaire, c'est le texte d'une législation. La Ligue, notamment, est assez préoccupée de voir ce que ces balises, et d'autres intervenants vous ont soumis la nature juridique du langage qui est à la clé des balises proposées dans le projet de loi. Ces intervenants vous ont exprimé des inquiétudes sur la capacité d'un gestionnaire terrain de s'approprier au quotidien le langage juridique, par exemple, de l'article 10 ou de l'article 11 du projet de loi. Donc, deuxième question, faut-il que le langage juridique seul, voire exclusivement, capte ou façonne ces outils de travail utiles aux gestionnaires? Troisièmement, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a un service conseil. Elle est là. C'est vrai au Québec, c'est vrai pour d'autres institutions des droits de la personne. Je crois que c'est le président de la FAE la semaine dernière qui a soumis à cette distinguée commission le fait qu'il faudrait peut-être considérer que ce service de la Commission des droits de la personne n'a pas a priori été conçu pour les organismes publics, au sens où le projet de loi propose une définition, mais peut-être plus pour le secteur privé, mais que peut-être qu'on pourrait aller voir de ce côté-là jusqu'à quel point il est adaptable, et la Ligue est absolument convaincue que c'est un service adaptable. Donc, adaptons un service de pointe, d'expertise, aux besoins des organismes publics, ou misons sur la capacité d'un gestionnaire terrain, et croyez-moi, la Ligue dit ça sans mépris aucun, d'utiliser au jour le jour du vocabulaire juridique. En conclusion, peut-être faut-il aussi se demander si l'idée de laisser planer l'observation que les gestionnaires sont actuellement incapables de gérer n'est pas un peu exagérée. Les incapables, pardon pour le lapsus, les gestionnaires gèrent déjà au quotidien, et ils gèrent beaucoup au quotidien, et avec beaucoup de succès d'ailleurs. Il n'y a pas seulement des échecs, les accommodements raisonnables. Donc, ils ont déjà l'expertise de balises. Alors, est-ce que c'est nécessairement une bonne nouvelle de leur dire vous avez développé de l'expertise, mais lorsqu'il s'agit d'accommodement religieux, vous allez devoir appliquer des règles particulières et spécifiques à l'accommodement religieux, alors qu'on sait que dans certains milieux de travail, on a déjà pris le pas et on parle de banque d'absence. On n'a même pas besoin de dire que la demande qu'on fait est religieuse. Ça prive pas le gestionnaire de son droit de gérance. Est-ce que oui ou non, je peux me passer de ce travailleur ou cette travailleuse un jour donné? Mais déjà, il y a des milieux de travail où on parle de banque de personnel, on ne parle plus d'accommodement religieux. Donc, est-ce que les gestionnaires ne sont pas ni démunis, ni pris au dépourvu au quotidien? Quel sera l'impact? Comment l'accommodement religieux sera-t-il profilé du fait que le projet de loi qui est proposé lui soit spécifique? Pourquoi ne pas revenir là où il y a plus de 40 années d'expertise, c'est-à-dire à la Commission des droits de la personne, et pourquoi ne pas lui donner les moyens pour accompagner les organismes publics comme elle peut accompagner l'entreprise privée? C'est du moins le point de vue de la Ligue des droits. Je vous dirais qu'il n'est pas exclu de recourir à l'expertise de la Commission des droits de la personne. C'est pas ça du tout qui... on ne met pas de côté les compétences et l'expertise qui a été développée au fil des ans, soyez-en assurés. C'est tout simplement que je vous entends, mais en même temps,
on a eu de nombreux témoignages ici, dont notamment, je me rappelle du témoignage de Mme Chabot, représentante de la fonction publique, nous disant on a des défis, on est confronté à des défis. Parfois, ce n'est pas par mauvaise volonté, mais c'est par manque tout simplement de connaissances. Et on avait à peu près des échanges similaires venant du milieu de l'enseignement, du milieu des services de garde. On nous disait que dans certains milieux, la gestion de certaines demandes d'accommodement pouvait être plus difficile, non pas par manque de volonté, mais plutôt par manque de ressources, de connaissances et de points de référence pour analyser la demande. Et donc, moi, je suis persuadée que si on souhaite s'assurer de vivre dans une société plus inclusive, encore faut-il aussi permettre aux gens de se familiariser avec certains concepts qui sont peut-être un petit peu plus théoriques dans leur quotidien. Et puis un jour, ils y sont confrontés, mais il faut peut-être leur permettre de confronter cette nouvelle réalité-là avec ouverture. Mais le vocabulaire même que vous employez laisse entendre quelque chose de complètement différent que ce projet de loi et un projet de loi en particulier. C'est ce que vous demandez, en fait, c'est il faut comprendre qu'il y a un besoin de connaissance, donc il y a un besoin de pédagogie. Et en fait, la proposition de ma collègue allait dans ce sens, c'est-à-dire que ce qu'il faut, ce sont des outils qui vont permettre une meilleure gestion, une plus grande aisance dans l'utilisation de ce que nous pouvons faire au sujet des accommodements raisonnables, mais ça ne demande pas de nouvelles balises, parce que là aussi, de toute façon, il faudrait d'autres outils pédagogiques, il faudrait d'autres mécanismes pour qu'ils soient bien intégrés. En fait, on se retrouve à complexifier le problème au lieu de le simplifier, en passant par la voie juridique, alors que, en fait, si nous avons des bonnes compétences et si les connaissances, par exemple, de la Commission sont véritablement employées en bon escient, et si le travail pédagogique est fait, là, on peut espérer atténuer, peut-être pas résoudre de manière permanente, mais atténuer le problème que vous mentionnez. C'est bon, c'est terminé. Madame la députée de Taschereau. Merci. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour, Maître Lamarche. Bienvenue à cette commission. Je veux saluer aussi les juristes de l'État qui sont derrière, qui suivent attentivement ces débats. Dans votre mémoire, en page 4, vous avez failli le dire, mais vous l'avez écrit. Vous dites, dernière phrase, deuxième paragraphe, c'est plus spécifiquement à l'article 9 que ce projet de loi a une portée discriminatoire constituant du profilage religieux. Considérons donc que par cette loi, le Parti libéral, parce que c'est une loi libérale, c'est ce qu'on nous a dit au départ, je taquine la ministre, le Parti libéral fait du profilage religieux. Oui. Oui. Donc, oui, c'est bien c'est ce que nous disons. Vous dites que c'est du profilage religieux. Ce que nous disons, c'est que le projet est discriminatoire parce qu'il cible une catégorie particulière d'individus. OK. D'accord. Je note qu'un groupe a dit que le Parti libéral fait du profilage religieux, même si je ne considère pas être d'accord. Ça veut dire que parfois, il faut faire attention aux qualificatifs qu'on donne aux collègues. Ça me remémore certains qualificatifs qui ont été donnés parfois au Parti québécois. Bon, ceci dit, la loi 101 est-elle discriminatoire pour la Ligue des droits et libertés? Est-ce que l'État a le droit d'imposer des choses, par exemple, et dans ce cas-là, c'était aux immigrants? Il vise directement le fait que il faut qu'il y ait des services, il faut qu'il aille vers le français, il faut qu'il aille à l'école française. Est-ce que c'est discriminatoire? Je vous dis tout de suite, là, je n'ai que 7 minutes. Alors, si vous me donnez une réponse de 5 minutes, vous empêchez le dialogue que je trouve nécessaire à ce moment-ci. Je n'ai pas besoin, Madame la députée, de vous donner une réponse de 5 minutes parce que la Cour suprême a profusément répondu à votre question. La loi 101 n'est pas discriminatoire. Mais, au risque de faire une blague que je pourrais regretter, la loi 101 ne profile pas une langue plutôt qu'une autre chez ceux qui ne parlent pas français. C'est en ce sens que le projet de loi 62 profile, parce qu'il profile, il faut vraiment pas besoin d'être exégète pour voir qu'il profile à l'égard d'une religion,
Et en ce sens, la Ligue croit que profilage religieux, ce n'est qu'une déclinaison de la discrimination. Et jamais la discrimination ne sera acceptée ou acceptable sous le parapluie du principe de la neutralité de l'État. C'est ce qu'on appelle le problème d'architecture dans le projet de loi 62. Substituer à profilage religieux discrimination, pour la Ligue, c'est la même évaluation. Est-ce que l'employeur a le droit d'imposer un uniforme? L'employeur n'a pas droit, en toutes circonstances, d'imposer un uniforme, sauf s'il s'agit d'une condition de travail, mais auquel cas, il va le dire à l'embauche que c'est une condition de travail. Je suis une ancienne ministre du Travail, là. Le droit du travail... J'ai plaidé en masse en droit du travail. Le droit du travail permet, si c'est une condition à l'embauche, d'exiger des conditions vestimentaires. En quoi ne pas afficher mes croyances religieuses peut être objectivement une condition de travail. Ma question, c'est est-ce que l'État, en droit du travail, il est permis, comme condition à l'embauche, de parler de dispositions vestimentaires pourvu que ce soit à l'embauche, comme par exemple dire, vous devez donner le service à visage découvert. Est-ce que c'est le cas? On a déjà dit, Madame la députée, que des infirmières ne pouvaient pas lever des patients masculins parce qu'ils étaient plus lourds. On a changé d'idée depuis. Je pense pas qu'on puisse dire, sans, si je peux me permettre de terminer ma réponse, je pense pas qu'on puisse dire qu'à tous égards, tout service d'un organisme public exige le visage découvert. Revenir à la position de départ de la Ligue, c'est ça l'essence du profilage religieux qui est évoqué à la page 4 du mémoire. Vous ne trouvez pas que ce serait un minimum que de demander que les gens qui donnent un service à la population aient le visage découvert? Vous ne trouvez pas ce minimum-là est inacceptable pour la Ligue? Ce qui nous apparaît, indépendamment de la question de qu'est-ce qui est minimalement acceptable, ce qu'il faut voir, c'est à quel prix. Et si le prix demandé est une discrimination, alors c'est totalement inacceptable. C'est la discrimination en soi qui est inacceptable. Donc on ne peut pas vouloir... On pourrait s'entendre, imaginons qu'on s'entende, ce ne sera pas le cas sur ce point, mais on pourrait s'entendre à la limite sur un principe particulier, mais si ce principe particulier, quel qu'il soit, se fait au détriment de quelque chose qui nous apparaît fondamental, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes et le respect de cette égalité, alors nous devons considérer qu'un projet qui est discriminatoire, d'emblée, devrait être refusé. Dans votre notion d'égalité entre les hommes et les femmes, évidemment, la possibilité que le niqab ou que la burqa soient des vêtements qui atteignent à l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas considérée. Encore une fois, si le discours et votre vocabulaire trahit exactement ce que nous dénonçons, c'est-à-dire s'il s'agit de viser une religion en particulier et de considérer qu'une forme, une croyance, un certain code vestimentaire va à l'encontre des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, alors il y a un très sérieux problème. Parce que ça voudrait dire qu'on fait une sélection à la pièce de ce qui nous convient comme étant respectable dans l'égalité entre les droits et les femmes. Et ça me paraît contraire au principe même de l'égalité. Vous venez de dire que dans mes propos, j'ai visé une religion. Je vous ferai remarquer que je n'ai pas visé de religion. J'ai visé l'obligation pour des femmes, pas pour les hommes, justement, et c'est là que c'est discriminatoire aussi, on pourrait parler de ça, on pourrait se rendre jusque-là, l'obligation pour des femmes de se couvrir complètement, de disparaître derrière un vêtement. Écoutez, avant de dire que j'ai discriminé sur la base d'une religion, que j'ai attaqué une religion, mesurons nos propos collectifs, séparément, OK, individuellement, c'est important. Je suis quand même... Vous ne trouvez pas qu'étant donné... OK, je vais lâcher ce côté-là. Je vois qu'on n'a vraiment pas de terrain d'entente. Moi, je crois que pour le vivre ensemble, il est nécessaire d'imposer cette balise. Il faudrait même aller plus loin. C'est-à-dire que Bouchard-Taylor, c'est-à-dire que ceux et celles qui ont une position d'autorité devraient se voir imposer. À ce moment-là, la loi ne viserait pas qu'un groupe, puisqu'il y a les Sikhs aussi, il y a les qui portent le turban, des choses comme ça. D'autres religions qui ont des signes religieux. Donc, mais là, effectivement, comme on ne parle que du visage découvert, on ne vise qu'une religion. Sur les accommodements religieux, parce que dans ce cas-ci, ce sont des accommodements religieux dont on parle,
Les gens de l'éducation sont venus nous dire au secours, donnez-nous des balises, donnez-nous des guides, arrêtez de nous faire justement travailler cas par cas. Vous pensez donc qu'ils n'ont pas raison de vouloir des balises ou des guides? Plusieurs groupes sont venus demander des guides et des balises, là, l'un derrière l'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si je peux me permettre, Madame la députée, avoir des balises, c'est une chose. Avoir des guides, c'est une chose. Avoir des balises et des guides enchâssés dans une loi, c'est autre chose. À titre d'exemple, et c'est une préoccupation de droit administratif, ces articles 10 et 11, au quotidien, pensez à une école primaire, une communauté de 40 quelques personnes, là, à 8h05 le matin, quand la cloche sonne, là, appliquer, interpréter, sans qu'il n'y ait d'arbitraire. Et j'utilise le mot arbitraire au sens du droit administratif, les articles 10 et 11 de la loi. Je ne suis pas du tout certaine, et la Ligue en est aussi venue à cette conclusion après avoir consulté, que cela va mener à la déjudiciarisation ou à la décélération de la judiciarisation souhaitée par Madame la ministre. La Ligue ajoute qu'il ne faut pas non plus se comporter comme si, malgré les besoins d'éducation, d'apprivoisement, de l'accommodement raisonnable, les milieux de travail étaient dépourvus de sens commun, de capacité de prendre des décisions. Les milieux de travail que sont les organismes publics prennent au quotidien des décisions. Que des balises soient requises, soit. Est-ce que la formule proposée dans les articles 10 et 11 du projet de loi 62, ou reconnaissons-le, comme juriste, on est à l'aise, on reconnaît là les balises qui sont déjà posées par la jurisprudence. Mais comme gestionnaire au quotidien d'une petite unité de travail, par exemple, parce que c'est ça les écoles primaires, c'est des petites unités de travail avec de très grandes responsabilités. Est-ce que le risque d'arbitraire au sens du droit administratif n'est pas présent dans le libellé même, dans le choix de baliser en recourant au langage législatif? J'ajouterais, en terminant, pourquoi du langage législatif pour les balises en matière d'accommodement religieux, alors que nous sachions, il n'y a pas de projet de loi quelque part qui propose des balises pour l'accommodement en matière de limitation fonctionnelle ou de handicap. Or, consultez le rapport annuel de la Commission des droits de la personne, c'est 92%, si ma mémoire est bonne, de l'enjeu en matière, et ça coûte beaucoup plus cher, je m'excuse de le préciser, en matière d'accommodement raisonnable. Merci, Mme Lamarche. Madame la députée de Monterville. Merci, Monsieur le Président. Maître Lamarche, bonjour. Monsieur Nadeau, bonjour. Merci pour votre mémoire. J'ai pris des notes pendant que vous parliez. Je trouve que vous avez dit quelque chose de très juste quand vous nous dites il y a une judiciarisation évanescente sur le front de l'accommodement religieux. J'ai trouvé le mot très beau. Et vous nous rappelez à juste titre que la jurisprudence, la Cour suprême et ses enseignements nous dictent qu'on parle d'accommodement raisonnable. À la base de tout, c'était des accommodements raisonnables. Et à moins que je ne m'abuse, c'était pour une personne handicapée qui voulait avoir des accès, entre autres. Il y a eu plusieurs décisions portant, vous nous le rappelez, à juste titre, sur des personnes qui ont un handicap quelconque, physique ou intellectuel, parce qu'on ne peut pas discriminer en fonction, justement, des motifs de discrimination. Et c'est la raison pour laquelle ces accommodements-là sont arrivés dans notre univers légal. Donc, on parle d'accommodement raisonnable. Ma question est la suivante. Dans le projet de loi de la ministre, puisqu'il s'agit bien de son projet de loi et non du mien, dans le projet de loi de la ministre, à l'article 10, on nous parle à la section 3 d'accommodement religieux. Alors ici, on vient institutionnaliser dans une loi les accommodements, mais religieux, non pas les accommodements raisonnables de façon générale. J'aimerais savoir, en tant que juriste, qu'est-ce que ça vous sonne comme cloche? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le fait qu'on les encadre, ces accommodements religieux? Merci pour votre question, Madame la députée. La Ligue des droits n'est pas inquiète parce que le mot « raisonnable » ne précède pas « religieux » dans l'intitulé de la section 3 du chapitre 3 du projet de loi. La Ligue est inquiète parce que seuls les accommodements religieux sont visés dans ce projet de loi. En soi, ce n'est pas illégitime. Là où ça devient, pour reprendre l'expression de la page 4 du mémoire de la Ligue, du profilage religieux, c'est que seuls les demandeurs d'accommodement religieux
s'exposeront au jugement d'un gestionnaire lequel est balisé par des dispositions législatives particulières, soit les articles 10 et 11 du projet de loi. Comparer cette demandeur d'accommodement religieux à un ou une demandeur d'accommodement, imaginez une situation, je ne sais pas moi, retour au travail après un long burn-out ou une dépression nerveuse, le même gestionnaire, dans un cas, va appliquer son expérience, son sens commun et les politiques d'entreprise ou d'organismes publics sans que ceci ne soit alourdi par des dispositions législatives au cas de l'accommodement, réintégration au travail, contrairement au cas de l'accommodement religieux où le gestionnaire devra en su tenir compte ce ne sont pas que des balises, c'est du droit dur, là, c'est du droit positif exprimé à ces articles 10 et 11, et conséquemment, et sans du tout avoir un esprit tordu, là, on peut raisonnablement conclure que le demandeur d'accommodement religieux a moins de chances d'obtenir son accommodement, pourtant pour des balises qui, sans être prévues par la loi, ont aussi de l'impact lorsqu'il s'agit d'un accommodement d'une autre nature, d'où le recours à l'expression profilage religieux dans le mémoire de la Ligue. Je passe à une autre question. Vous, Madame la ministre faisait référence au tchadar tout à l'heure et nous pointait dans nos prises de position. À une certaine époque, notre premier ministre actuel nous disait que le niqab, la burqa et le tchadar étaient des accessoires de soumission de la femme. Et j'étais très d'accord avec lui. Dans le projet de loi actuel, lorsqu'on dit les services offerts et reçus à visage découvert, vous y voyez du profilage si on ne parle que de raisons religieuses. Pour nous, si on considère qu'il s'agit d'accessoires de soumission de la femme, on y voit ici une violation au droit à l'égalité homme-femme. Et sur cette base, nous interdirions justement les services reçus et donnés, c'est-à-dire nous sommes en faveur que les services doivent être reçus et donnés à visage découvert. Alors, sur cette base-là, sur le fait que ce sont des accessoires de soumission de la femme, que sont le niqab et la burqa, par exemple, nous voudrions les interdire dans la fonction publique. Pourquoi faudrait-il les accepter s'ils sont des accessoires de soumission de la femme? Je vais commencer à répondre et ma collègue poursuivra. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les motivations derrière l'idée qu'il faudrait, comme vous le soulignez, interdire ces accessoires vestimentaires, précisément parce que ce seraient des outils de domination. Et pourquoi est-ce que nous voulons les interdire? Parce que nous sommes évidemment opposés à toute forme de domination. C'est-à-dire nous sommes opposés à une forme de hiérarchie artificielle entre les hommes et les femmes. Mais combattre cette forme de domination par une discrimination nous apparaît le pire des moyens. C'est une contradiction dans les termes. Si vous considérez qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire il faut avoir l'arsenal des moyens qui présente l'interdépendance des droits, qui permettent de respecter l'ensemble des droits et libertés des individus, y compris leur liberté de conscience. Si nous, autrement dit, nous voulons combattre des formes de discrimination ponctuelle par une discrimination structurelle, c'est-à-dire celle établie par la loi, alors nous avons un très sérieux problème. C'est-à-dire, autrement dit, au lieu de s'adresser à un problème particulier, d'accord, ce que nous faisons, c'est que nous le généralisons par une mesure qui, en fait, est tout aussi grave, voire beaucoup plus grave, parce qu'elle provient de l'État. M. Nadeau, on a déjà plus de temps. Merci, M. Christian Nadeau, Maître Lucie Lamarche, représentant la Ligue des droits et libertés du Québec, d'être venu déposer en commission parlementaire. Je suspends quelques minutes. Je demanderai aux représentants de la Fédération des cégeps de venir s'avancer, s'il vous plaît.